Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est François Nicole et je suis président de la SFGP. Mais je suis aujourd'hui très heureux de vous accueillir pour ce webinaire offert par la Société française de génie des procédés. Je suis heureux de voir autant de participants et je voudrais juste faire un petit clin d'œil à l'ENCPB, l'École nationale de chimie physique biologie. Ma fille Jeanne étant entrée au lycée Virgile de Gênes tout récemment. Et je sais que l'ENCPB est présent et participe à ce webinaire. Alors, ce webinaire vous est proposé par le groupe thématique formation, donc notre GT formation, qui est fait des GT très actifs au sein de la SFGP. Et les actions de ce GT formation sont vraiment au centre de la SFGP, dont le projet, je rappelle, le projet de l'équipe en place, est de se tourner vers les jeunes. Donc, et c'est dans ce sens, d'ailleurs, que je vous rappelle que nous avons créé le prix de thèse SFGP, que nous avons remis tout récemment, c'était semaine dernière, lors de journées scientifiques sur l'ingénierie circulaire. Alors, le but de notre association est de faire connaître le génie des procédés, qui n'est pas toujours aussi connu que cela auprès des élèves notamment, et peut-être de faire reconnaître le génie des procédés comme une discipline essentielle pour la transition écologique, pour la réindustrialisation, pour l'économie circulaire. Et je voulais, avant de démarrer et de vous donner quelques informations sur notre association, je voulais faire un petit commentaire personnel pour les étudiants, les lycéens qui sont passionnés par les sciences. Donc, à mon sens, et c'est bien pour cela que personnellement, j'avais choisi le génie des procédés comme discipline. À mon sens, donc le génie des procédés est vraiment la science de l'ingénieur pluridisciplinaire par excellence. Donc, si vous êtes passionné par les maths, la physique, la chimie, le numérique, eh bien, je vous invite en effet à vous intéresser au génie des procédés, en sachant que toutes les autres disciplines, et je pense aux sciences humaines et sociales, l'anglais, la communication, sont aussi des disciplines essentielles pour l'ingénieur de génie des procédés, puisqu'il nous faut également travailler l'acceptation sociétale de l'industrie et de l'usine. Donc, très rapidement, donc, quand on fait du génie des procédés, on va d'abord concevoir, donc évidemment par la R&D, par la recherche, mais j'aime bien présenter également l'ingénieur de génie des procédés comme l'architecte de l'usine, qui va s'intéresser également aux technologies, aux matériaux, aux procédés bien sûr, à l'intensification des procédés et aux faits chimiques bien évidemment, ou biologiques. Donc concevoir, produire. Et moi-même, ayant été ingénieur de production, je vous assure que c'est un domaine passionnant qui rassemble à la fois un management technique et un management humain, la conduite des procédés, le pilotage, l'engagement pour les clients. Et également, troisième mot-clé que j'aime bien mettre en avant, respecter. Donc, respecter l'environnement, respecter la sécurité des procédés, des personnes, respecter le citoyen. Voilà, donc aujourd'hui, ce que nous espérons, c'est partager avec vous cette passion pour le génie des procédés et vous en dire plus, en sachant que je vais quand même prendre le temps, si vous l'acceptez, et là, je vais essayer de partager mon écran, de vous donner quelques mots sur notre association. Alors, là, je partage. Est-ce que vous voyez mon écran, Martine? Oui. C'est bon? OK. Donc, la SFGP, Société française de génie des procédés. Alors, on se veut en effet un acteur des sciences et on a l'ambition de contribuer au progrès industriel. Donc, on se veut tout d'abord une source de compétences scientifiques, rassemblant aujourd'hui plus de 500 membres, essentiellement des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des doctorants, des industriels et des équipementiers. Et je pense que c'est là vraiment le point fort de la SFGP, c'est de rassembler à la fois des universitaires, des académiques et des industriels. On se veut une organisation efficace dont le moteur, c'est vraiment nos 16 groupes thématiques. Et aujourd'hui, vous avez cette initiative organisée par le GT Formation. Donc, ces GT peuvent organiser des rencontres scientifiques, des journées de débat ou des webinaires ou des symposiums comme aujourd'hui. Et la SFGP, c'est également la production d'actions concrètes, donc autour de la communication avec un journal procédique, une newsletter mensuelle, mais surtout notre congrès national qui est organisé tous les 2 ans. Et pour finir, les journées de prospective industrielle qu'on appelle Catala Le Thor, sur le nom de 2 éminents professeurs de génie des procédés, l'un étant issu de l'ENSIC et l'autre de l'ENSIA7 à Toulouse, les 2 pôles importants de génie des procédés. Alors nos missions, comme je l'ai dit, on souhaite contribuer à la réflexion nationale sur des grands défis industriels et sociétaux.
On veut surtout faire bénéficier la communauté d'un réseau d'experts en génie des procédés, professeurs, industriels, technologues, c'est un aspect matériaux qui est également très fort. Être un lieu d'échange et de réflexion pour tous, et notamment étudiants et professionnels du génie des procédés. On veut vraiment promouvoir l'innovation et la formation par la recherche, d'où le prix de thèse que nous avons récemment créé pour vraiment valoriser la thèse et le doctorat aussi bien vers les carrières académiques qu'industrielles. Et plus globalement, et c'est vraiment notre projet d'attirer les jeunes, de se tourner vers les jeunes, attirer les talents et faire évoluer l'enseignement du génie des procédés. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez des exemples apportés par le GT Formation sur comment faire évoluer les méthodes pédagogiques. Alors, nos contributions majeures. En 2017, je crois, nous avions organisé les assises françaises du génie des procédés, avec certains élus et l'ADEME qui participaient en premier lieu. On produit également certaines visions qu'on appelle des livres blancs. Donc, un livre blanc très important sur le génie des procédés en France, qui fait vraiment un état des lieux des forces industrielles, avec certains faits marquants industriels et académiques du génie des procédés. Plus récemment, et je pense qu'on va en parler pendant ce webinaire, notre livre blanc sur l'usine du futur. Et on a vraiment voulu insister sur l'usine du futur pour les industries de procédés et pas seulement pour les industries manufacturières. Ah, pardon. Nos webinaires et notre application internationale, et notamment au niveau de la Fédération européenne de procédés, l'IFCI, où on a en effet organisé un webinaire européen sur l'usine du futur. Plus récemment, j'avais dit un mot, donc évidemment, les Zooms de la SFGP que nous avons créés dans le cadre de la crise sanitaire, mais je pense que cette initiative va perdurer. Et semaine dernière, en effet, nos journées de prospective qui portaient sur l'ingénierie circulaire. Et aujourd'hui, je vais vous donner rendez-vous à Toulouse en 2022 pour notre 18e congrès national. Et je ne vais pas être plus long. Allez faire un tour sur notre site web. Je vous invite à adhérer. La première année est gratuite pour tous les étudiants, pour tous les doctorants. Je crois que c'est 10 € après pour les étudiants. Et surtout, donc, en adhérant à la SFGP, vous pourrez faire partie de nos groupes thématiques et participer à cette réflexion. Voilà, et je finirai évidemment. Rendez-vous pour le congrès organisé par le Grand Sud-Ouest, SFGP 2022 à Toulouse du 7 au 10 novembre 2022. Merci à tous et je vous souhaite un excellent webinaire. Je vais passer la main à Claudia Cognier qui va vous parler du GT Formation. Merci. Merci François. Donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire à la découverte du génie des procédés. Alors, en mot d'introduction, je vais je vais définir le GT Formation. Donc, ce webinaire est organisé par le groupe thématique formation de la SFGP. Donc, c'est un groupe thématique animé par Nicolas Régnier, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure de chimie, biologie et physique de Bordeaux, et moi-même, enseignant-chercheur au département génie chimique, génie des procédés de l'IUT Lyon 1. Alors, nous sommes un bureau de 15 enseignants-chercheurs en génie des procédés, donc côté niveau Bac+1 à Bac+5, donc IUT, licence master et école d'ingénieur. En termes d'adhérents, nous sommes un réseau national d'environ 100 à 150 participants, des enseignants, des chercheurs et des industriels. Donc, comme vient de le dire François, nos objectifs, c'est de promouvoir l'attractivité du génie des procédés, d'améliorer sa visibilité et également d'assurer une veille sur les méthodes pédagogiques et les ressources, les contenus des formations. Alors, en quelques mots, les faits marquants, on organise tous les 2 ans environ des journées thématiques. Donc, en 2019, c'était une journée sur les pédagogies innovantes. Donc, en 2021, c'est bien sûr celle-là. On a réalisé un portail de ressources génie des procédés dont Nicolas vous parlera plus précisément en conclusion. Et puis, ponctuellement, on organise des actions de communication pour promouvoir le génie des procédés. Alors, les objectifs de ce webinaire, je n'étais pas en grand écran, je l'espère, ça va être de répondre à un certain nombre de questions tout autour du génie des procédés, donc de le définir, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire, quel métier peut-on exercer, où peut-on se former, etc. Et puis, on l'espère, de susciter un certain nombre de vocations pour les plus jeunes d'entre vous notamment. Alors, je vais passer la main à Nicolas pour le détail de ce webinaire. Merci et bonjour à toutes et à tous.
Alors, ce webinaire, il va se dérouler en 3 temps. D'abord 2 présentations avec divers exemples concrets et puis une table ronde avec divers témoignages. La première présentation, elle vous sera donnée par un enseignant-chercheur. Son objectif, c'est de répondre aux questions qu'a évoquées Claudia. Qu'est-ce que le génie des procédés? À quoi il sert? Comment s'y former? La seconde présentation sera donnée par un intervenant industriel qui vous présentera des exemples d'applications en lien avec les enjeux de la transition énergétique et environnementale, ce qui permettra aussi de mieux comprendre ce que sont les métiers du génie des procédés. Et puis suivra une table ronde avec de jeunes professionnels du secteur qui apporteront leurs témoignages sur leur métier et leur formation et qui répondront à vos questions. Alors ça m'amène aussi à vous expliquer le mode d'interaction pour vous, spectateurs. Je pense que vous êtes nombreux, d'après vos questions, à avoir remarqué que vous ne pouvez pas utiliser ni caméra ni micro. Par contre, vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez poser des questions aux intervenants pendant les présentations et pendant la table ronde en utilisant le bouton questions et réponses que vous devez voir en bas de votre fenêtre ou en haut ou ailleurs. Mais en tout cas, vous devez avoir un bouton questions et réponses en principe. Et nous essaierons de répondre à ces questions au fur et à mesure, en fonction du temps qui nous reste, bien sûr, mais après les présentations et pendant la table ronde. Voilà, il nous reste, nous sommes prêts à commencer la première présentation que va introduire Claudia. Alors, j'ai le plaisir de présenter Christophe Bourdon, le premier conférencier. Donc, Christophe est professeur émérite à l'école d'ingénieurs NCSN, donc une école d'ingénieurs, l'École nationale supérieure d'ingénieurs des arts chimiques et technologiques de Toulouse. Alors, Christophe a débuté sa carrière en tant que chercheur au CNRS. Il a ensuite été nommé professeur des universités, où il a enseigné les fondamentaux du génie des procédés. Il a également créé et enseigné des modules de procédés durables. Il est l'auteur de 6 brevets, 6 chapitres de livres, co-auteur d'un ouvrage pédagogique, Phénomène de transport en génie des procédés, pour les étudiants qui sont dans la salle, dans le webinaire. Et puis, il est également consultant auprès de diverses entreprises et de start-up. Il est aujourd'hui également investi dans les problématiques de relocalisation industrielle de synthèse de produits actifs. Et Christophe, je te laisse la parole. Merci bien, Claudia, pour cette gentille introduction. Et évidemment, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation qui s'intitule, comme vous la voyez sur l'écran, de la paillasse à l'usine, le génie des procédés. Alors, vous avez entendu l'appellation génie des procédés à plusieurs reprises. J'ai fait l'hypothèse, finalement, que beaucoup d'entre vous n'étaient pas forcément familiarisés avec cette appellation. Alors, ce que je vous propose, c'est finalement, quand on ne sait pas trop ce qui se cache derrière les mots, c'est d'aller regarder, d'aller consulter des dictionnaires. Alors, si on démarre avec le petit Robert, vous voyez que le mot génie, déjà, c'est finalement toute activité technique inventive. Alors, si on veut être un petit peu plus précis, en fait, le génie, c'est l'ensemble des connaissances et des techniques qui concernent la conception, la mise en œuvre, les applications de procédés, de dispositifs, de machines propres à un domaine déterminé. Alors, j'ai fait exprès de mettre en caractère gras, finalement, l'ensemble des termes qu'on va retrouver d'ailleurs pendant tout le fil de l'exposé. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent génie civil. On identifie, quand on dit génie civil, on identifie très bien ce qui se cache derrière. C'est l'ensemble des techniques qui concernent donc toutes les constructions civiles, comme les bâtiments, les ponts, les chaussées, etc. Donc maintenant, si on qualifie de chimique le mot génie, on parle donc de génie chimique, si vous regardez le petit Larousse, c'est bien l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'une usine chimique et à l'optimisation de production. Donc, on sent bien que là, le cœur de l'activité, c'est la transformation chimique, c'est la réaction chimique. Et si maintenant on parle de génie des procédés, qui était une appellation, un vocable qui avait été introduit par notre collègue de Nancy, le professeur Jacques Villermo en 1987, le génie des procédés, en fait, c'est bien l'ensemble des méthodes et des concepts du génie chimique, mais pas simplement uniquement réservé à la transformation chimique. C'est-à-dire que ça peut concerner aussi ce qu'on appelle toutes les industries de transformation de la matière, telles que la pharmacie, l'agroalimentaire, la métallurgie, la cosmétique, le traitement des eaux effluents, gazeux, par exemple. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'on comprend bien que le génie des procédés a pour vocation, finalement, d'élargir le champ d'intervention du génie chimique.
Alors, bon, ce transparent peut-être va vous paraître compliqué, mais on va prendre le temps de le détailler parce que vous avez devant vous, j'allais dire toutes les différentes échelles des processus de transformation de la matière. Alors, si vous voulez, on va démarrer en bas à gauche et puis on va parcourir jusqu'en haut à droite. Alors, bien entendu, vous savez que la matière, c'est composé je veux dire, d'atomes, de molécules, et là, on parle d'échelle nanométrique. Hein. Et puis ensuite, on voit apparaître des agrégats moléculaires qui peuvent conduire à des particules, des cristaux. Là, on est plutôt à des échelles microscopiques. Ensuite, on voit apparaître des bulles, des gouttes, et on parle alors d'échelle mésoscopique. Hein. On est aussi à l'échelle des appareils, des réacteurs, des tubes, des conduites, etc., qui couvrent à peu près tout ce qu'on appelle les opérations unitaires. Et puis l'assemblage justement de toutes ces opérations peut conduire à un ensemble donc, de procédés qui sont rassemblés dans un atelier, hein, dans une usine, et là on parle d'échelle macroscopique. Et tout cela constitue effectivement donc l'entreprise qui est implantée sur un territoire, hein, environnée de fournisseurs et de clients. Et là, on est vraiment à une échelle très macroscopique et on est à l'échelle de l'entreprise. Alors maintenant, si on veut fixer des ordres de grandeur hein, pour un peu fixer les idées, eh bien, quand on est proche de la matière, hein, c'est-à-dire aux échelles nano ou micro, bon, ben, on est à l'échelle du laboratoire, hein, donc de la paillasse. Et là, on manipule quelques grammes de matière, hein, quelques centimètres cubes, voire quelques milligrammes même. Et quand on est à l'échelle mésoscopique, on est à l'échelle dite pilote. Et là, on manipule, j'allais dire, quelques litres, quelques dizaines ou centaines de grammes, voire quelques kilos. Et quand on passe à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire donc à l'échelle de l'atelier ou de l'usine, alors là, on parle en mètres cubes, en tonnes ou en milliers de tonnes, ce qui correspond vraiment à l'échelle industrielle. Et maintenant, si on positionne les différentes disciplines sur ces échelles de transformation de la matière, eh bien, la chimie, elle couvre les échelles nano jusqu'à l'échelle microscopique. Le génie industriel, à l'inverse, lui, il part du territoire, hein, de l'entreprise, pour aller jusqu'à l'usine, l'atelier. On couvre donc toutes les échelles macroscopiques. Et le génie chimique, le génie des procédés, eh bien, lui, il s'occupe de toutes les échelles intermédiaires, c'est-à-dire des échelles qui vont du micro au macro, en passant bien sûr par les échelles mésoscopiques. Donc, pour résumer le génie des procédés en quelques mots, en fait, c'est une science, c'est la science des processus chimiques, physiques, biologiques, énergétiques et découplage qui permettent de transformer la matière en produits fonctionnels à l'échelle industrielle. Alors, pour que ça reste un peu plus, pour entrer un peu plus dans le concret, hein, pour préciser un peu les choses, je fais figurer ici un nuage de mots en mode actif qui couvre à peu près l'ensemble des secteurs d'application dans lesquels le génie des procédés a son mot à dire. Et pour rendre encore plus concret, je dispose autour de ce nuage de mots un ensemble d'objets qui me paraissent emblématiques du champ du génie des procédés. Alors, si vous le permettez, on va parcourir donc en partant du haut à droite. Hein, je pense que vous reconnaissez tous en haut à droite une carafe d'eau hein, qui verse de l'eau dans un verre, donc c'est sans doute de l'eau potable. Eh bien, on verra d'ailleurs que la potabilisation de l'eau, c'est une affaire de génie des procédés. Et puis, bien, il en va de même si vous voulez fabriquer des peintures ou éventuellement dans le secteur alimentaire, des chips ou des céréales. De même aussi, si vous vous intéressez à l'industrie cosmétique, si vous voulez fabriquer un dentifrice ou un parfum, eh bien, c'est une affaire de génie des procédés. Alors, si on poursuit, eh bien, regardez, vous avez en bas à gauche une voiture. Eh bien, quand vous rentrez dans une voiture, il y a du génie chimique partout. On trouve du génie chimique au niveau des composants, et puis ne serait-ce qu'aussi, d'ailleurs, rien que quand vous mettez de l'essence ou du gazole, derrière, il y a du génie chimique. Et c'est vrai aussi, naturellement, pour les avions, hein, pour tous les modes de transport. Ensuite, vous reconnaissez une éolienne, là, je pense. Eh bien, dans une éolienne, pour fabriquer une éolienne, il y a du génie des procédés. Pareil aussi, si vous voulez fabriquer des médicaments hein, dans le secteur pharmaceutique, ainsi qu'en métallurgie, hein, pour fabriquer des alliages, eh bien, le génie des procédés est là aussi. Alors, tout en haut du nuage de mots, je pense que vous reconnaissez tous le sigle de l'économie circulaire hein, dont on vous a parlé précédemment. Effectivement, le génie des procédés se préoccupe beaucoup de recyclage, de réutilisation. On parle de cycle de vie des produits, hein, d'économie circulaire au sens large, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir hein, dans l'après-midi.
Alors, le génie des procédés, le mot a été prononcé, c'est un travail d'architecte. C'est un vrai travail d'architecte et qui s'appuie sur un certain nombre de fondamentaux. Alors, pour éclairer cela, je vais démarrer en empruntant un exemple de la vie courante, hein, de notre vie quotidienne. Bon, je pense que vous reconnaissez tous ici une tasse de café, hein, avec le sucre qui est rajouté dans le café. Eh bien, pour le buveur de café, il est tout à fait légitime de se poser la question toute simple, au bout de combien de temps mon sucre sera-t-il entièrement dissous? Alors, on va découvrir ce phénomène et il y a un ensemble de points qu'on va passer en revue pas à pas. Alors d'abord, le premier constat, c'est qu'effectivement, le sucre, dans son état initial, il était à l'état solide. Et à l'état final, il aura disparu, hein, il aura été complètement solubilisé, il sera passé donc dans l'état liquide. La question suivante, c'est à quelle vitesse cette transformation va-t-elle se faire, hein, quand on passe donc du solide au liquide. Et puis une dernière question, n'y aurait-il pas intérêt à touiller le mélange avec une petite cuillère, par exemple, hein? Donc, on sent bien intuitivement qu'en faisant cela, on va accélérer ce phénomène de dissolution. Eh bien, derrière ces trois faits se cachent un certain nombre de fondamentaux. Alors, la première ligne, eh bien, ça correspond à ce qu'on appelle un changement d'état. Et donc, ça, c'est de la thermodynamique qui va dépendre d'un certain nombre de conditions opératoires, comme par exemple pression et température. La vitesse de transformation, c'est tout simplement une vitesse de transfert de matière. Et enfin, quand on remue le mélange avec une cuillère, on cherche à homogénéiser, hein, la matière et la température dans la tasse. On fait alors, figurez-vous, du transfert de quantité de mouvement et du transfert de chaleur. Donc clairement, la question triviale de départ, c'est une question de cinétique qui repose sur deux piliers fondamentaux du génie des procédés que sont la thermodynamique, alors notamment d'ailleurs celle des équilibres entre phases, et puis les phénomènes de transfert, qui n'est pas autre chose d'ailleurs que de la thermodynamique hors équilibre. Alors dans cet exemple simple, je pense qu'il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas de chimie là, hein, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de transformation chimique de la matière. Donc si vous voulez, on va prendre un autre exemple où on va rajouter un peu de chimie. Alors cet exemple aussi, je pense qu'il est connu de beaucoup d'entre vous parce que ça conduit à un produit qui est très très connu, hein, c'est tout simplement la fabrication de l'aspirine. Alors vous avez sous les yeux le schéma réactionnel. Donc, évidemment, à gauche, vous avez les réactifs, alors en particulier l'acide salicylique. Alors, sachez d'ailleurs que le mot salicylique, hein, initialement, ça vient tout simplement du fait que le composé peut se retrouver à l'état naturel, hein, dans l'écorce d'un arbre, qui n'est autre que le saule, d'où le nom salicylique. Alors, c'est une réaction d'acétylation qui conduit donc à l'acide acétylsalicylique. Et là, je pense que vous le connaissez mieux sous la dénomination aspirine, qui est d'ailleurs une marque déposée par l'entreprise Bayer en 1899 et qui a contribué donc évidemment grandement à la renommée de cette entreprise allemande. Alors, vous remarquerez qu'on fabrique non seulement l'aspirine à droite, mais aussi un sous-produit qu'on peut appeler alors ici coproduit, qui est l'acide acétique. Alors, l'acide acétique, c'est aussi bien connu de vous tous parce qu'en fait, ce constituant, c'est le composant majoritaire du vinaigre. Alors, le travail d'architecte, finalement, de l'ingénieur, donc en génie des procédés, il se traduit par l'agencement de cet ensemble de blocs. Donc, à gauche, vous reconnaissez bien sûr l'alimentation en matière première, hein, avec éventuellement d'ailleurs des étapes de séparation. Dans l'exemple qu'on vient de citer, par exemple, il faudrait extraire l'acide salicylique de l'écorce de saule. Et bien là, c'est vraiment une étape de séparation. Puis plus généralement, d'ailleurs, quand vous recevez des matières premières dans votre atelier, bien souvent, il faut les débarrasser d'un certain nombre d'impuretés qui pourraient finalement s'avérer gênantes après, lorsque vous engagez la transformation. Donc là, au cœur du procédé, vous avez la transformation de la matière, c'est-à-dire la réaction. Et puis ensuite, en sortie de réaction, vous avez souvent une autre étape de séparation. Par exemple, ici, hein, on chercherait à séparer le produit cible, c'est-à-dire l'aspirine, du coproduit qui est l'acide acétique. Et bien sûr, le tout est environné par des questions d'énergétique, parce qu'évidemment, pour que la réaction se passe au mieux, et aussi d'ailleurs les étapes de séparation, hein, il faudra spécifier un certain nombre de conditions, par exemple pression, température. Donc, le travail d'architecte du génie des procédés, c'est de concevoir tout cela, tout cet enchaînement d'actions, et puis ensuite, évidemment, de les faire fonctionner au mieux, hein, bien entendu. Alors, je voudrais insister aussi sur un point, c'est que le génie des procédés, aussi, ce travail ne peut pas se faire sans l'apport également du chimiste, hein. Il y a vraiment une collaboration très forte
entre chimie et génie chimique, ou génie des procédés. Et pour illustrer cela, j'ai pris un autre exemple de la production d'un autre principe actif pharmaceutique, je pense aussi très très connu du grand public, parce que là, il s'agit de l'ibuprofène, qui est un très bon antalgique. Alors, vous avez à gauche un procédé dit le procédé Boots, qui est né dans les années 60. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on ne va pas s'amuser à décrire l'enchaînement en détail, l'enchaînement des étapes du procédé, ce n'est pas le but, mais c'est juste pour attirer votre attention que parfois, on a des procédés évidemment plus complexes que le précédent, c'est des procédés multi-étapes, ce qui est d'ailleurs très, très courant dans le secteur pharmaceutique. On retrouve ici, par exemple, 12 constituants, 5 intermédiaires. Ah oui, puis aussi quelque chose qui n'est pas du tout banal, c'est que quand on veut fabriquer de l'ibuprofène, eh bien, on fabrique également des sous-produits, bien sûr, mais dans des proportions qui peuvent être égales, voire même supérieures. Par exemple, ici, vous voyez que si vous fabriquez une tonne d'ibuprofène, vous fabriquez également 1,5 tonnes de sous-produits. Alors, tout l'art du génie des procédés, en collaboration avec le chimiste, c'est de voir comment on peut améliorer les choses. Et vous avez ici à droite l'exemple d'un autre procédé, une autre voie d'accès à l'ibuprofène, dit procédé BHC, qui est apparu en 1990 et qui a permis de simplifier considérablement le procédé initial. Ici, on voit apparaître 7 constituants, 2 intermédiaires, un seul sous-produit d'ailleurs qui est tout à fait valorisable. Et puis cette fois, il n'y a pas de traitement de déchets. Donc il y a une véritable économie de matière. On parle là vraiment de procédés verts. Donc on voit tout l'art, tout l'intérêt du génie des procédés en étroit dialogue avec le chimiste, qui permet de développer donc, des procédés innovants qui offrent des garanties de qualité, mais aussi, on l'a compris, donc, de réduction de l'impact environnemental. Donc, concevoir, c'est toujours chercher naturellement à améliorer la qualité des produits, intensifier la production, on est toujours à la recherche de gains de productivité, d'économie d'énergie ou de matière, comme on vient de le voir, d'optimiser le fonctionnement. Alors ça, c'est un point aussi très important du génie des procédés, qui a été souligné par François Nicole au début. Il y a un joli mélange de disciplines parce qu'effectivement, quand vous voulez optimiser un fonctionnement, bien souvent, on passe par de la modélisation et de la simulation. Et là, donc, on a besoin effectivement d'un support, par exemple, des outils de mathématiques appliquées. On cherche aussi à contrôler le procédé pour garantir la qualité et bien sûr la sécurité, ce qui est important. Et bien entendu, on cherche, comme on l'a vu, à réduire l'impact environnemental. Bien, vous l'avez compris, le génie des procédés, c'est une science en mouvement, avec des métiers qui sont toujours en évolution, et notamment face aux enjeux actuels, tout à fait actuels, de la transition énergétique et environnementale. Et là, je pense qu'il y a un challenge absolument enthousiasmant et stimulant pour les jeunes générations. Alors, en guise d'illustration, je vais essayer de vous donner quelques exemples de faits marquants récents en génie des procédés, en adoptant toujours le schéma suivant, c'est-à-dire que je vous parlerai du secteur d'application, de l'entreprise en question, des faits et des bienfaits apportés par le génie des procédés. Et pour cela, je fais appel à deux références qui ont été mentionnées au tout début, qui sont deux livres blancs édités par la fameuse SFGP. Donc, le livre blanc issu après les assises en 2017, et puis l'autre livre blanc, L'usine du futur, en 2019. Donc, j'ai remis les liens que vous pouvez consulter pour avoir accès aux exemples que je vais vous présenter maintenant, mais aussi, bien entendu, à plein d'autres informations et plein d'autres exemples. Donc, on va démarrer avec le premier exemple. C'est un exemple dans le domaine de l'énergie avec l'entreprise Air Liquide. Et là, il s'agissait de produire de l'hydrogène. Alors, vous savez tous que l'hydrogène, en ce moment, est un vecteur énergétique dont on parle beaucoup, en particulier aussi dans la presse, grand public, notamment, vous savez, pour, par exemple, alimenter les piles à combustible. Alors, figurez-vous que le procédé principal toujours actuel pour fabriquer de l'hydrogène, c'est le réformage du méthane, mais vous savez qu'il y a d'autres pistes en émergence en ce moment, notamment autour de l'électrolyse, l'électrolyse de l'eau. Mais là, il s'agissait donc de réformage de méthane et c'était opéré dans un réacteur qui travaillait à 900 degrés, sous 10 bars de pression. Et figurez-vous que ce réacteur, il a été fabriqué par une technique tout à fait nouvelle qui s'appelle la fabrication additive,
Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça, hein, les impressions 3D, qui permettent d'accéder à des géométries tout à fait impressionnantes et sophistiquées. Et ces géométries autorisent alors un certain nombre de bienfaits du type intensification des transferts thermiques et de matière, qui ont conduit à une amélioration de l'efficacité énergétique de l'ordre de 20% et surtout une réduction des émissions de gaz carbonique. Vous savez tous que le CO2 est un marqueur important. C'est un exemple, c'est l'exemple qui est toujours cité des gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique actuel. Deuxième type d'exemple, alors là, c'est dans le domaine à la fois qui est, j'allais dire, énergie, mais aussi environnement, avec l'entreprise Metellec. Alors là, il s'agissait de méthanisation à la ferme. L'idée, c'était de valoriser en fait la biomasse agricole et aussi tous les coproduits et déchets agro-industriels, donc à l'échelle locale, à l'échelle d'une ferme. Et grâce à ça, eh bien, ça permettait de produire des digestats liquides et solides qui ont servi ensuite à l'amendement des champs, à également faire du biogaz, du méthane, du biogaz qui après peut alimenter une turbine et un réseau de chaleur. Donc là, on fait, si vous voulez, de la cogénération, c'est-à-dire qu'on fait à la fois de l'électricité et de la chaleur. Et tout ça conduit finalement à une intégration énergétique très poussée qui permet aussi de réduire l'empreinte carbone. Et puis un dernier exemple dans le domaine alors là, de l'environnement, il s'agit de l'entreprise Polymem qui s'est intéressée à, je l'avais dit, je vous l'avais annoncé, à de la potabilisation des eaux. Alors en mettant en place un procédé d'ultrafiltration par fibre creuse, ces fibres étant fabriquées en acétate de cellulose. Alors il s'avère que ce sont des fibres dites hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles sont mouillées préférentiellement par l'eau. Et du coup, les bienfaits obtenus, en fait, ça a été, dans ce cas-là, une perméabilité et une sélectivité élevée, avec une mise en œuvre aisée et surtout donc une absorption des protéines plus faibles qui a conduit finalement à une réduction du colmatage. Bon, j'imagine que vous vous doutez bien que quand on met en place une filtration, je veux dire tout l'enjeu, c'est la maîtrise du colmatage, parce que le colmatage, bien sûr, est amené à réduire la productivité et la qualité de l'opération. Voilà, alors en clair, le message fort, c'est que vous comprenez que le génie des procédés, maintenant, il a un objectif, c'est de tendre vers une industrie plus propre, une société zéro déchet et une économie circulaire durable. Bien, pour terminer la présentation, je voudrais évoquer avec vous, passer en revue très très rapidement les formations en génie des procédés, sachant que vous l'avez bien compris, vous pouvez trouver toute cette information de manière plus complète encore sur le site dont a parlé Nicolas. Alors, avant tout, peut-être un petit rappel quand même sur le mode de structuration de l'enseignement supérieur en France, parce qu'il y a une particularité, c'est que vous le savez tous, il y a deux grandes filières de formation universitaire, dans l'enseignement supérieur en France, la filière dite universitaire et la filière école. Alors, à droite, vous reconnaissez la filière universitaire, avec les parcours post-bac qui vous conduisent, la licence vous conduit au niveau bac+3, et puis ensuite le master vous conduit au niveau bac+5. Le master est un diplôme national. Et à gauche, vous reconnaissez la filière école d'ingénieur, qui vous amène aussi au niveau bac+5, avec cette fois-ci le titre d'ingénieur, qui est un diplôme d'école. Les écoles étant donc accréditées par une commission qui s'appelle la CTI, Commission de titres d'ingénieur. Et pour rentrer dans une école d'ingénieur, vous savez que vous avez un grand nombre de voies possibles. Alors, par exemple, on va démarrer tout de suite là à gauche avec les écoles d'ingénieurs en 5 ans, avec éventuellement d'ailleurs des cycles préparatoires intégrés. Bon, je pense que l'exemple emblématique, que vous connaissez sans doute tous, ce sont les INSA, donc INSA pour Institut national des sciences appliquées. Autrement, vous avez bien sûr les cycles de formation des écoles en 3 ans. Et pour rentrer dans ces écoles en 3 ans, eh bien, il faut passer par l'étape CPGE, c'est-à-dire les classes prépa des grandes écoles, donc Maths-P, qui au bout de 2 ans vous permettent donc de passer les concours d'entrée à ces grandes écoles. Ensuite, vous avez les cycles préparatoires communs. Alors, pour en citer un vraiment dans lequel je peux vous en parler plus précisément, en fait, ce sont par exemple les 5 INP en France qui ont créé ce qu'on appelle la prépa des INP et qui vous ouvre les portes donc aux 35 écoles des INP. Et puis, vous avez aussi une voie, alors soit par les lycées via les BTS, les brevets de techniciens supérieurs, soit par la voie universitaire avec les diplômes universitaires de technologie dans les IUT.
qui vous permettent aussi donc d'intégrer les écoles. Alors, sachez aussi que dans le cadre de la réforme des IUT là, qui prend effet cette année d'ailleurs, vous aurez la possibilité d'effectuer aussi un cursus en 3 ans dans les IUT, en vous conduisant au niveau bachelor, un BUT, un bachelor universitaire technologique, voilà, au niveau bac+3. Alors aussi, vous voyez un certain nombre de flèches en noir. Là, alors là, c'est un élément tout à fait rassurant pour les lycéens ou pour les jeunes qui hésitent entre les différentes voies. Sachez que là, vous voyez, les 2 piliers, ce n'est pas des silos étanches. C'est-à-dire il y a toujours des passerelles, il y a toujours des possibilités de rejoindre une filière de formation. Il y a donc de la porosité. Par exemple, si vous prenez la filière universitaire, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité d'intégrer une école, soit par concours, après une préparation à l'université, soit par un dossier avec un entretien de motivation, ce qu'on appelle les admissions sur titre. Et puis d'ailleurs aussi, mentionnons aussi que quelle que soit la filière choisie, qu'elle soit donc en école ou à l'université, vous avez aussi accès au métier par la voie de l'apprentissage. Alors, il faut que vous sachiez qu'actuellement, dans le domaine de la chimie et du génie des procédés, il y a plusieurs milliers d'étudiants apprentis en ce moment, donc qui sont en contrat avec une entreprise. Donc, ça constitue une voie tout à fait intéressante aussi. Alors maintenant, pour revenir au génie des procédés, eh bien voilà, donc la filière établissement enseignement secondaire, alors sachez que bien entendu, vous avez des bacs pro, des bacs professionnels. Donc, vous voyez les 2 mentions en bas de c'est transparent. Et puis après, je l'avais dit, vous avez la filière BTS, brevet de technicien supérieur, avec 4 filières, donc en lien avec le génie des procédés que vous découvrez sur ce transparent. Si vous regardez maintenant les formations à l'université, donc bien sûr, on retrouve les IUT avec le DUT, Bac+2, mais aussi le BUT dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le bachelor au niveau Bac+3. Les licences professionnelles qui existent encore, avec 4 mentions principales et qui sont donc les années délivrées après le DUT, donc en IUT. Donc vous avez 4 mentions principales et j'ai rajouté également la mention IPCS dans lesquelles on retrouve des modules de génie des procédés. Alors naturellement, à l'université, vous avez le parcours classique de licence, avec le parcours génie des procédés. Et puis, bien, vous pouvez poursuivre avec un master, dont je rappelle que c'est un diplôme national de mention génie des procédés et bioprocédés, qui vous amène au niveau Bac+5. Ensuite, naturellement, vous pouvez poursuivre. On l'a évoqué, on peut poursuivre en thèse pour obtenir finalement le titre de docteur en génie des procédés après 3 ans. Vous êtes alors au niveau Bac+8 avec un doctorat en génie des procédés, une fois que vous avez fait une thèse dans un laboratoire. Et pour terminer, les formations donc, dans les écoles d'ingénieurs. Alors, sachez que donc, il y a 11 formations en génie des procédés et 45 formations qui incluent du génie des procédés. Alors, pour rappel, toutes les écoles de chimie et de génie des procédés sont regroupées dans une fédération, 20 écoles, qu'on retrouve dans une fédération qui s'appelle la fédération Gay-Lussac. Et je vous ai d'ailleurs mis le site que vous pourrez consulter pour avoir accès à toutes les informations sur ces écoles. Quand vous êtes titulaire quand vous avez le titre d'ingénieur, vous pouvez naturellement poursuivre un Bac+8 également pour avoir le titre de docteur en génie des procédés. Voilà. Alors, en conclusion, et pour terminer, vous voyez, vous découvrez donc que le génie des procédés finalement a bien essaimé sur tout le territoire national avec une grande diversification thématique. Vous l'avez compris, c'est la science du changement d'échelle, donc de la paillasse à l'usine. C'est une discipline intégrative, je dirais même systémique, puisqu'elle inclut finalement pas mal de phénomènes avec tous les couplages. C'est une discipline incontournable pour concevoir l'usine du futur, on l'a évoqué. On parle donc bien sûr de digitalisation, et ça recouvre, j'allais dire, ne serait-ce que l'acquisition et le traitement des données, l'automatique, la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Et puis, on pense effectivement que le génie des procédés, c'est un véritable moteur d'innovation pour les industries nouvelles, mais aussi traditionnelles. Et de ce point de vue, d'ailleurs, le génie des procédés s'avère être un acteur majeur de ce qu'on appelle la réindustrialisation ou la relocalisation. Voilà. Alors maintenant, voilà, chers lycéens et lycéennes, eh bien, si vous aimez la chimie, la physique et les maths, alors si vous répondez 3 fois non, c'est sûr que mon exposé n'aura pas servi à grand-chose. Mais par contre, si vous répondez 3 fois oui, 2 fois, ou voire même une seule fois,
eh bien, nous avons l'intime conviction que le génie des procédés, vous y trouverez votre bonheur, vous trouverez votre voie dans le génie des procédés qui est prêt à vous accueillir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remets mon mail si jamais vous voulez reprendre contact avec moi. Et bien sûr, je reste à votre disposition là, pendant tout l'après-midi, pendant toute la présentation de l'exposé, la table ronde. Voilà, merci Claudia, merci à tous. Eh ben, merci Christophe pour cette présentation très claire, très illustrée sur le génie des procédés. On peut se laisser la place à quelques questions. Donc, je rappelle, hein, comme l'a dit Nicolas, vous pouvez écrire vos questions dans le QR là tout en bas. Est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, en attendant, pour se lancer, je suis élève de terminale. J'ai bien vu votre présentation, Christophe, mais j'hésite quand même entre la chimie et le génie chimique. Comment vous pourriez finir de me convaincre? Moi, j'ai un petit peu l'image de l'industrie. C'est un monde plutôt masculin. Vous l'avez montré que ce n'était pas un monde vieillissant, mais en pleine mutation. Par rapport à la chimie, quels sont les avantages? Sur les disciplines genrées ou non, c'est vrai que c'était un vrai défaut il y a quelques années. Hein. Là, c'est clair. Ben, c'est plus vrai maintenant. Si je reprends l'exemple de l'école que je connais bien, l'ANSI A7, eh bien, en fait, la population féminine, c'est 50-50. Et la population masculine, la proportion, c'est 50-50. Il n'y a pas de souci. Donc, on peut trouver son bonheur quand on est une femme dans le génie chimique. Et je pense que Dominique, qui suit au niveau industriel, ne me contredira pas. Je pense que le paysage dans le milieu industriel a aussi beaucoup évolué. Ne serait-ce que par cette poussée effectivement d'arrivée de jeunes ingénieurs femmes dans ce milieu. Voilà, ce n'est plus aussi masculin que cela a été du temps de ma jeunesse. Voilà. On a Mathéo qui a commencé à écrire. Ah, voilà. Alors, Siméon, est-ce que la biologie peut être mêlée au génie des procédés? Alors, le génie biologique, c'est du génie des procédés. C'est-à-dire que dès qu'on peut, le génie des procédés peut s'intéresser à manipuler du vivant. Et la transformation biochimique ou biologique, bien derrière, on retrouve les paradigmes, enfin les concepts du génie des procédés. Alors, Carla, différence entre génie chimique et génie des procédés? Ah, ben, je n'ai pas été clair alors. En partie répondu, ouais, peut-être préciser. Non, ben, le génie des procédés a une vocation à être plus étendue encore que le génie chimique, dans la mesure où je pense avoir dit, mais je suis prêt à le répéter, bien entendu, c'est que le génie des procédés peut s'intéresser à des secteurs où le cœur de l'activité n'est pas forcément la transformation chimique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi le génie des procédés peut s'intéresser, par exemple, à de la formulation, à des assemblages, sans qu'il y ait forcément une réaction chimique qui soit au cœur. Alors peut-être, là j'aurais presque pu répondre, c'est les filières STI2D. Moi je suis enseignante en IUT, nous on prend des filières STI2D. Oui. C'est un petit peu plus dur sur la partie chimie, mais il y a toute une partie thermo, comme vous l'avez dit Christophe, thermique, où là les étudiants de STI2D sont à l'aise. Hein, donc c'est tout à fait possible de poursuivre son cursus en tout à fait. On va peut-être passer à la deuxième présentation. On va garder une partie des questions pour la table ronde. Oui, d'accord. Donc, ne soyez pas frustrés. Voilà, pour les questions, on essaiera de les remettre sur la table tout à l'heure. C'est vraiment le terme. Donc, nous allons maintenant écouter Dominique Orbez. Alors, en quelques mots, Dominique est ingénieur diplômé de l'ENSIC, qu'on a déjà cité. C'est l'École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy. Il est aussi docteur en génie des procédés. Dominique est actuellement vice-président industriel de la Société française de génie des procédés. Et il est impliqué dans différents réseaux et associations au niveau européen sur des thématiques liées à ce dont il va nous parler. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est sa grande expérience industrielle, puisqu'il a passé une trentaine d'années au sein du groupe Solvay, en particulier dans des fonctions recherche et innovation, et qu'il est aujourd'hui en charge du développement durable pour la recherche de Solvay. Donc, je le répète, pendant la présentation, vous pouvez continuer à poser des questions. Hein, on pourra les discuter à la fin de la présentation ou pendant la table ronde. Donc, Dominique, à vous la parole pour nous expliquer comment le génie des procédés peut être au service d'une industrie durable.
Merci Nicolas, bonjour à tous. Je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui quelques éléments sur la contribution du génie des procédés au service d'une industrie durable. Comme vient de le dire Nicolas, je suis effectivement en charge de l'intégration de ces thématiques de développement durable au sein de la fonction recherche. Et je voudrais donc aujourd'hui davantage vous présenter une vision, hein. Il s'agira d'une présentation sans doute moins scientifique que celle de Christophe, mais on a choisi volontairement de vous présenter un apport complémentaire avec une vision davantage industrielle. Pardon. Alors, vous l'avez compris, ça a été dit à plusieurs reprises, ce webinaire vous est proposé par la SFGP, hein, et comme vient de le dire Nicolas, je suis vice-président industriel de la SFGP. Et donc, je commencerai mon intervention par quelques références aux travaux de la SFGP, notamment dans le cadre de l'industrie du futur. Mais les organisateurs m'ont également demandé de vous présenter ma vision industrielle, et en particulier, Christophe vous a déjà présenté quelques exemples issus du livre blanc, mais je vous présenterai la vision du groupe Solvay et des exemples du groupe Solvay sur l'apport du génie des procédés dans le domaine du développement durable. Alors, il y a 2 ans, en octobre 2019, à Nantes, j'avais eu le plaisir de présenter les travaux issus de la commission Usine du futur, hein, de la SFGP, et donc à dévoiler ce livre blanc sur l'usine du futur pour les industries de procédés. Christophe, vous avez déjà dit tout à l'heure qu'il était téléchargeable sur le site de la SFGP. Il intègre notamment des aspects liés à la formation, hein, donc vous pourrez également retrouver certains des aspects qui ont été abordés précédemment. Alors, ironie du sort, cette présentation ironie de l'histoire, plus exactement, cette présentation à Nantes intervenait quelques semaines après le terrible incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent de cet épisode qui nous rappelait, nous industriels et nous gens de procédés, à notre responsabilité de développer une industrie durable et qui ne se fasse pas au détriment des jeunes générations. Et ceci nous mettait aussi face à nos enjeux. Les enjeux sont pour nous de développer évidemment des usines et des procédés qui soient sûrs, hein. Donc, on parle de sûreté des installations, évidemment, sécurité des procédés, prévention des risques industriels. On l'évoquait justement avec cet incendie. Important également, de plus en plus, nous devons veiller à l'acceptation sociétale de nos activités, hein. Effectivement, nous voulons, et c'est lié également à ces accidents industriels, nous voulons des usines qui soient sûres, des usines qui soient intégrées dans leur environnement. Et ça nous rappelle également, et ça nous ramène également à notre responsabilité de développer des procédés respectueux de l'environnement. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais focaliser ma présentation aujourd'hui. Alors, pour aborder cette thématique, je vais repartir d'une notion que vous connaissez sans doute, hein. Il s'agit des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies, hein, qui sont au nombre de 17. Vous les connaissez sans doute, et c'est un bon moyen d'aborder les enjeux du développement durable. Ces principes ont été édictés par l'ONU en 2015 et comportent évidemment un grand nombre d'enjeux sociétaux qui nous concernent tous, nous, en tant que citoyens. Vous pouvez voir la justice à la paix, l'éradication de la pauvreté, l'accès à l'éducation,
l'égalité entre les sexes, l'accès aux emplois décents, etc. Et dans ces engagements, on a également des thématiques qui nous rapprochent directement des métiers du procédé. Et lorsqu'on regarde plus spécifiquement, on peut très facilement identifier 9 objectifs qui ont un lien direct avec le génie des procédés, parce qu'on y retrouve des domaines qui sont des domaines de l'industrie du procédé. Je pense notamment à l'agroalimentaire avec la lutte contre la faim, à la pharmacie avec l'accès à la santé, le traitement de l'eau, Christophe l'évoquait tout à l'heure, avec l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement, ou encore le développement des énergies renouvelables pour les secteurs de l'énergie. Et on retrouve également un certain nombre d'enjeux qui sont plutôt des enjeux transversaux liés à la protection de l'environnement, comme la consommation et la production responsable, la lutte contre le changement climatique et également les engagements liés à la biodiversité. Alors ces critères, ces objectifs de l'ONU peuvent être déclinés, en tout cas sont décrits, et vous pouvez le trouver très facilement sur le site internet de l'ONU, où chacun de ces engagements est présenté. Alors je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous détailler l'ensemble de ces objectifs, mais le message que je voulais partager avec vous, c'est que ces engagements sont aujourd'hui un élément structurant pour un nombre de plus en plus important de sociétés, d'industries, qui structurent leur stratégie et leur vision du développement durable selon ces objectifs de l'ONU. Et c'est donc le cas de Solvay. Alors, si vous permettez, je vais passer quelques instants à vous présenter Solvay, qui est un groupe chimique du nom de son fondateur, Ernest Solvay, qui était un industriel, un visionnaire, un homme de science. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de génie des procédés, mais c'était sans aucun doute un homme de procédé, puisqu'il a été l'architecte, pour reprendre l'expression de Christophe, d'un nouveau procédé de fabrication de carbonate de soude en 1863, donc il y a plus de 150 ans. Procédé qui fait toujours référence aujourd'hui avec plusieurs millions de tonnes de carbonate de soude qui sont produits chaque année. Donc, une longue histoire de procédés. Aujourd'hui, le groupe Solvay, c'est plus de 23 000 personnes sur 110 sites industriels un peu partout dans le monde. Et donc, autant d'opportunités de développer des nouveaux procédés. Alors, je vous le disais, ces engagements de l'ONU ont été repris au sein de notre stratégie, notre vision du développement durable, qui a été dévoilée l'an dernier, qui s'appelle Solvay One Planet. Et cette ambition, en fait, vise, et c'est là le propre du développement durable, à créer une valeur partagée et durable pour tous. Et nous avons pris un certain nombre d'engagements concrets pour l'horizon 2030, dans des domaines que vous voyez ici, qui sont le climat, la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources, avec notamment le développement de l'économie circulaire, et également des actions liées à l'amélioration de la qualité de la vie. Si je prends l'axe climat, vous voyez un certain nombre d'engagements forts. C'est d'une part l'ambition de réduire à l'horizon 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 26%. Alors pourquoi 26%? Ça correspond pratiquement à 2% par an, et c'est une trajectoire qui est alignée avec les ambitions de l'accord de Paris, d'une limitation de température à 2 degrés. C'est également l'ambition de nous retirer complètement de l'utilisation du charbon pour la production de notre énergie, et également de réduire de 30% notre pression sur la biodiversité. Et vous savez évidemment que la biodiversité est très fortement impactée aujourd'hui par le réchauffement climatique.
Et donc, cet engagement sur la biodiversité est évidemment tout à fait lié à la lutte contre le changement climatique. Sur l'axe ressources, là aussi, un certain nombre d'engagements forts. Nous avons l'engagement de réaliser près des 2/3 de nos ventes, 65% pour être précis, à partir de solutions Il semblerait que nous ayons temporairement perdu Dominique. Bon, on peut attendre quelques minutes peut-être pour voir s'il se reconnecte. Dominique, on vous avait perdu, on ne vous entend plus. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oh, désolé pour cette interruption de retransmission. Voilà, donc je disais 30% de réduction de nos déchets non valorisables et 25% de réduction de nos prélèvements d'eau douce. Et donc, vous voyez… Par contre, excusez-moi Dominique, on ne voit plus votre présentation actuellement. Ah, d'accord. Le partage a sauté aussi. Je recommence. Voilà, ce sont les soucis de la technique. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, parfait. Voilà, le son et l'image, on continue. Voilà, donc vous voyez que ces engagements sont liés à ces objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Je vais donc maintenant vous présenter deux axes particuliers que nous venons de voir. Donc le premier axe, le développement de l'économie circulaire, qui correspond à cet engagement numéro 12 de consommation et production durable. Alors pour aborder l'économie circulaire, je vais vous expliquer un peu comment se positionne ce nouveau concept d'économie circulaire par rapport à son opposé, l'économie dite linéaire. L'économie linéaire qui a finalement été le système dans lequel nous avons vécu dans les décennies passées, les décennies du pétrole et du plastique jetable, où on avait une évolution, une transition, un cycle de vie de nos produits qui allait de l'extraction des matières premières jusqu'à la destruction des déchets, en passant par la fabrication, le transport et l'utilisation. Et vous voyez très bien que cette économie linéaire conduit immanquablement à un appauvrissement des ressources de la planète, puisqu'on va chercher les ressources soit dans les mines, soit ou dans les ressources végétales, les forêts ou l'agriculture. Et donc, depuis quelques dizaines d'années, se sont développés les concepts d'économie circulaire qui visent à développer des boucles vertueuses où on va essayer de récupérer la valeur des produits qu'on utilise, qu'on produit et qu'on utilise, et ce de différentes façons, avec des boucles qui sont, comme vous voyez sur le schéma, plus ou moins courtes. Ça va de la revente, de la réutilisation, au reconditionnement, jusqu'au recyclage. Et là, c'est toute la base de l'économie circulaire, de recréer ces boucles qui supposent souvent des logiques de partenariat. Il y a évidemment des enjeux techniques, mais aussi des enjeux économiques de partenariat, puisque là, il faut évidemment développer des systèmes où chacun peut récupérer une partie de la valeur et être de cette façon un acteur complet à cette boucle d'économie circulaire.
Alors, en économie circulaire, on distingue généralement deux axes, deux axes principaux. La première, c'est l'utilisation de matières premières biosourcées, hein, donc de matières premières renouvelables. Et le deuxième axe dont on parle de plus en plus, en particulier pour les plastiques, hein, c'est la notion de recyclage des chutes de fabrication, hein, ce qu'on appelle le post-industriel, et le recyclage des produits en fin de vie, ce qu'on appelle le post-consumer. Je vais vous présenter donc quelques exemples qui sont issus directement d'annonces ou de projets récents sur lesquels Solvay a communiqué. Le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est justement dans le domaine du biosourcing. C'est l'exemple de l'initiative Goire Durable. Le Goire, c'est un polymère biosourcé, hein, qui est produit à partir d'une plante légumineuse qu'on trouve principalement dans le nord de l'Inde. Et ce polymère naturel après transformation est utilisé dans des secteurs applicatifs très nombreux, en particulier la cosmétique ou la protection des cultures. Et donc, nous avons engagé en 2015 un programme avec deux de nos clients, L'Oréal et Henkel, ainsi qu'une ONG, pour améliorer les conditions de production de ce Goire en Inde, en sollicitant cette ONG pour nous aider et pour aider les agriculteurs locaux à développer des pratiques plus durables d'agriculture et augmenter les rendements de fabrication, ce qui a permis donc à la fois d'augmenter les rendements de fabrication, mais aussi les revenus des agriculteurs dans des proportions très importantes, puisque les rendements ont augmenté de 120%, et les revenus des agriculteurs de plus de 130%, 143% pour être précis. Donc c'est tout à fait un exemple de partage durable de la valeur. Et vous voyez ici, donc, sur la photographie, notre PDG Ilham Kadri, qui est très sensible et très engagé à titre personnel dans ces problématiques sociétales de développement durable, et qui a été photographié ici lors d'une de ses récentes missions en Inde. Deuxième exemple qui est maintenant dans le domaine du recyclage, hein, donc de l'économie circulaire. Nous avons annoncé récemment le développement d'une solution innovante pour le recyclage du PVDC. Le PVDC, c'est un polymère de spécialité, hein, qui présente une propriété qu'on appelle propriété barrière. Il est imperméable à l'oxygène et il est donc utilisé de ce fait dans des emballages, notamment les films alimentaires, hein, que vous pouvez trouver dans vos emballages, et également les blisters qui sont utilisés en pharmacie pour le conditionnement des cachets. Et donc, ce procédé a été développé sur la base de nos compétences propres et de notre connaissance des polymères. Et il a été piloté, hein, Christophe parlait tout à l'heure de l'échelle de pilotage, il a été piloté récemment à notre centre de recherche de Lyon. Voilà, donc c'est un exemple de développement concret d'économie circulaire dans le domaine du recyclage des polymères. Un autre exemple que je voudrais vous donner pour terminer cette approche sur l'économie circulaire, c'est l'annonce de nos développements dans le domaine du recyclage des batteries au lithium qui sont utilisées pour les véhicules électriques. Solvay s'est associé à Veolia et plus récemment avec le groupe Renault, donc deux grands groupes industriels français, pour développer un nouveau procédé de recyclage des métaux contenus dans ces batteries. Qui sont, alors ce procédé est basé sur nos compétences en séparation des métaux et en extraction par solvant.
Et nous venons d'annoncer, donc en collaboration avec nos partenaires, la construction d'une usine de démonstration de ce procédé qui sera réalisée en France. Deuxième grande thématique que je partage avec vous, donc la lutte contre le changement climatique, l'engagement numéro 13. Alors, je ne sais pas si vous y voir un signe positif ou négatif, en tout cas, de ce positionnement dans le classement de l'ONU. Vous savez tous, on sort de la COP26 que cette réduction des gaz à effet de serre est un enjeu majeur pour notre planète. Et l'industrie, évidemment, contribue à l'émission des gaz à effet de serre. Et en particulier l'industrie chimique. On estime aujourd'hui que l'industrie chimique contribue à 6% environ des émissions de gaz à effet de serre de la planète, ce qui fait dire à notre PDG El Mkadri que l'industrie chimique fait partie du problème, mais elle fait aussi partie de la solution à travers les produits qu'on développe pour concevoir des véhicules, des avions, des voitures plus légères, moins consommatrices d'énergie, pour développer des batteries pour les véhicules électriques. Donc l'industrie chimique contribue à la réduction des gaz à effet de serre par ces produits, mais elle est également engagée dans la réduction de ses propres émissions. Je vous disais tout à l'heure un objectif à l'horizon 2030. 2030 en termes de procédés, c'est demain. On va y venir très vite. Donc un objectif de réduction. Et d'ores et déjà, nous sommes engagés dans plus d'une trentaine de projets de transition énergétique. Des partenariats avec des fournisseurs d'énergie solaire, donc le développement du photovoltaïque, des énergies renouvelables, trois exemples d'utilisation de biogaz issus de l'agriculture en France, et également une première industrielle aussi, qui est la conversion d'une de nos usines, l'usine de Rheinberg en Allemagne, donc qui est une fabrication de carbonate de soude, une soudière, et qui est engagée avec une première tranche qui a été démarrée au mois de mai cette année, dans un programme de substitution du charbon au profit d'une utilisation de la biomasse. Donc c'est une grande première, et ça va en faire à terme, lorsque le programme sera complètement industrialisé en 2025, une des soudières, si ce n'est la soudière ayant les plus faibles émissions de CO2 au monde. Donc vous voyez déjà une trentaine de projets en cours, avec à la clé des réductions d'émissions très, très significatives. Et pour nous, 2030, ça n'est qu'une première étape. Et je voudrais terminer avec quelque chose qui est pour nous un engagement très, très fort, et qui doit l'être pour nous tous, parce que c'est un potentiel et c'est un enjeu important pour nous. C'est la neutralité carbone. Et vous voyez, c'est tout récent. Ça date du 28 octobre, il y a moins d'un mois. Solvay a annoncé une nouvelle étape dans son ambition de développement durable, avec la volonté d'être neutre en carbone avant 2050, et je dirais même dès 2040 pour la plupart de nos business units. Alors, je n'aurai peut-être pas le temps de rentrer dans le détail, mais en tout cas, cette neutralité carbone vise ce qu'on appelle les scope 1 et le scope 2. C'est-à-dire, le scope 1, ce sont les émissions directement liées à nos procédés. Le scope 2, ce sont les émissions liées à l'énergie que nous utilisons pour faire tourner ces procédés. Et ça, c'est vraiment, pour nous qui sommes dans le domaine du procédé, un engagement très fort. J'ai été impliqué dans la construction de cette feuille de route pour la neutralité carbone. Je peux vous dire que c'est vraiment un projet très, très mobilisateur pour nous tous.
pour nous tous et évidemment pour vous tous, hein, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui, lycéens et étudiants, à suivre ce webinaire, et je voudrais réellement vous engager dans cette belle aventure de la neutralité carbone. Et vous voyez, j'ai repris ici quelques-unes des thématiques qui sont sous-tendues par cette problématique du changement climatique, hein, la transition énergétique, le développement des énergies propres, l'efficacité énergétique, l'intensification des procédés, le captage, l'utilisation du CO2, l'électrification des procédés, comment passer d'une énergie thermique à une énergie électrique, la production d'hydrogène, on en a parlé déjà récemment, et le biosourcing et le recyclage, de thématiques que nous avons vues aujourd'hui. Et tout ça, évidemment, en parallèle avec une transformation tout aussi importante, qui est la transformation numérique de nos sites de production. Mais bon, là, il s'agit d'un autre sujet qui dépasse le cadre de ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Dominique pour cette présentation chargée d'exemples très concrets qui ont parlé à tout le monde, j'en suis sûr, et qui montrent la voie qu'empruntent les industries du type Solvay aujourd'hui. Alors, on a un certain nombre de questions, mais la plupart sont apparues entre les deux présentations. Je pense qu'elles concernent plutôt la formation et on va les garder en partie, en tout cas, pour la table ronde. Juste pour faire peut-être la transition, une question d'après votre propre expérience, votre carrière, mais aussi d'après celle des collaborateurs avec qui vous avez travaillé, que vous avez côtoyé. Quels conseils vous donneriez à des jeunes qui souhaitent se lancer dans une carrière industrielle en lien avec le développement durable? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a des voies particulières à emprunter ou est-ce que finalement les formations sont aujourd'hui telles que de toute façon la voie du développement durable est tracée? Je pense qu'aujourd'hui, on a un élan qui est un élan de la société, hein. Les thématiques dont j'ai parlé aujourd'hui, ce sont des thématiques qui nous concernent tous en tant que citoyens, en tant qu'acteurs, pas seulement en tant qu'industriels, hein. Donc, on a, et c'est particulièrement sensible, depuis quelques années, on a vraiment aujourd'hui un engagement très fort, et cette préoccupation pour la protection de l'environnement, le développement durable se traduit d'ores et déjà, et ça n'est pas récent, hein, dans les programmes de formation. Après, c'est vrai qu'on a vraiment des enjeux qui sont très, très importants, hein. Moi, je me suis engagé dans la chimie il y a quelque temps déjà, à l'époque du deuxième choc pétrolier, hein, et pour moi, c'est réellement une vraie fierté d'arriver aujourd'hui à me projeter dans une ambition de neutralité carbone. C'est quelque chose qui est vraiment une perspective qui ouvre des perspectives complètement en rupture par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et je vous ai cité un certain nombre des thématiques que nous allons devoir appréhender pour arriver à cette transition énergétique et cette neutralité carbone. Et c'est vraiment une approche multidisciplinaire. On a besoin d'énergéticiens, de gens de procédés, de chimistes. Ça va être vraiment une aventure collective. Ok, merci beaucoup. Je propose qu'on continue la discussion sous forme de table ronde que va vous introduire Claudia. Eh bien, merci. On va continuer la deuxième partie de ce webinaire exactement sous forme de table ronde, tournant autour des métiers du génie des procédés. Alors, ces tables rondes vont être animées par Nouria Fata de l'École centrale de Lille-Institut et d'Éric Schaer de l'École nationale supérieure en industrie chimique de Nancy. Donc, Nouria et Eric, je vous laisse la parole. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, au nom de mon collègue Éric Schaer et moi-même, on souhaite remercier les organisateurs de ce webinaire, Madame Claudia Cognier et Monsieur Nicolas Régnier. Nous avons l'honneur d'animer cette table ronde intitulée « Les métiers du génie des procédés ». Et pour nous témoigner, pour nous guider, pour nous informer et répondre aux questions des participants, nous avons le plaisir de recevoir et d'avoir avec nous 3 personnalités actives dans le domaine du génie des procédés. Madame Florence Charlier, qui est ingénieure en recherche et développement chez Domo Chemical à Lyon,
Monsieur Maxime Terre, qui est technicien en génie des procédés dans l'établissement Agro Paritech à Massy, et Martin Cabanel, qui est ingénieur en génie des procédés chez Kuhlmann France à Los. Si des gens qui ne connaissent pas Los, hein, c'est dans le Nord. Bien, merci à vous de participer à cette table ronde. Avant de donner la parole aux participants pour poser des questions, on pense qu'il est intéressant aux trois invités de la table ronde de se présenter rapidement, c'est-à-dire de nous parler de leur cursus, pourquoi le choix du génie des procédés et votre fonction actuelle qui tourne autour du génie des procédés au sein de l'entreprise ou des établissements. Et on va commencer par Madame Florence Charlier. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la dernière question. Donc, moi, mon métier, c'est ingénieur de recherche. Et mon but, c'est de améliorer les usines de l'entreprise où je travaille. Et pour ça, je vais travailler sur des petites maquettes, comme vous pouvez voir par exemple derrière, pour bien comprendre ce qui se passe au laboratoire, puis pouvoir le mettre à une échelle plus grande dans l'usine. Alors, ma formation, j'ai commencé par faire des classes préparatoires après le lycée et après une école d'ingénieur. Et finalement, j'ai fait un doctorat. Et là, ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans l'industrie des procédés. Et pourquoi j'ai choisi le génie des procédés? À la base, c'était juste parce que j'aimais bien les maths et la chimie. Et en fait, je me suis retrouvée à vraiment me reconnaître dans ce travail-là parce qu'on se retrouve au cœur des usines à limiter leur consommation de matières premières, améliorer leur consommation en énergie. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant et qu'on avait un impact qui peut être très important, en tout cas au niveau des usines. Merci beaucoup, madame. On va passer à monsieur Maxime Terre, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente, c'est Maxime Terre. Donc, pareil, je vais parler de mon métier en premier. Donc, ça fait seulement 3 mois que j'ai commencé à travailler. Je suis un jeune diplômé en génie des procédés. Donc, je travaille à AgroParisTech, qui est une école qui forme des ingénieurs, des masters et également des doctorants dans l'agroalimentaire. Donc, on retrouve des formations en génie des procédés, mais également plein d'autres formations. Donc, pour en arriver là, j'ai fait, donc, après un bac S mention sciences d'ingénieur, j'ai fait un DUT en génie chimique, génie des procédés. Et après, j'ai fait une licence professionnelle en génie des procédés pharmaceutiques. Mais comme vous l'avez compris, là, je suis en agroalimentaire. Et donc, mon métier consiste à travailler, en fait, je travaille beaucoup en collaboration avec les enseignants-chercheurs, les chercheurs, ainsi que les doctorants sur des projets d'amélioration continue, sur les procédés, notamment les pilotes déjà existants pour la fabrication de produits agroalimentaires, majoritairement. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur. Et enfin, on passe au nordiste. Monsieur Martin Cabanel, si vous voulez vous présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Martin Cabanel, je suis également tout jeune diplômé puisque j'ai commencé en septembre une mission chez Kuhlmann France, qui est une usine qui se situe à Los, qui est en fait juste à côté de Lille. Et donc j'ai une mission d'ingénieur procédé que j'ai eu directement à la suite de mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur, dont je parlerai un peu après. Et en tant qu'ingénieur procédé dans une usine, en fait, je suis différents projets d'amélioration des procédés existants. Et on a également la mission de réfléchir à comment améliorer, en lien avec notre département qualité notamment et environnement, comment améliorer nos procédés, faire en sorte qu'ils émettent moins. Et tout à fait en accord avec ce que disait M. Orbez chez Solvay, à rendre plus acceptables les activités que l'on fait et intégrer dans une économie circulaire. Pour en arriver ici, j'ai d'abord fait, à la suite d'une terminale S, à l'époque, donc scientifique, 2 ans de classe préparatoire, et j'ai ensuite intégré une école d'ingénieur à Compiègne, qui s'appelle l'UTC, Université de technologie de Compiègne, en génie des procédés. Et donc, pourquoi j'ai choisi cette filière? C'est justement parce qu'on y voit, c'est très général dans les connaissances que ça nous apporte en termes de physique, de chimie et de comment fonctionnent les usines. Et j'avais déjà en fait une sensibilité sur le monde industriel qui s'est confirmée avec mes différents stages et maintenant ma première expérience.
Merci beaucoup pour les 3 participants. Et là, je laisse la parole à mon collègue Eric Cher pour animer les questions que vous voulez bien nous poser. Merci. Merci à tous les 3. Merci pour votre attention. Merci pour vos présentations. Il y a quelques questions qu'on a laissées sur le fil de discussion qui sont toujours d'actualité ou pour lesquelles on n'a pas répondu. Je ne sais pas, il y a une première question. Est-ce qu'on doit parler anglais couramment? Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite répondre. Je peux commencer, puis je laisserai répondre aussi après les autres aussi. Alors oui, globalement, on a quand même besoin de parler bien anglais. Après, ça dépend de l'entreprise où on est, mais souvent, tout ce qu'on lit est en anglais. Mais je laisse les autres compléter. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, la plupart des documents techniques, nous notamment, je vois sur tous nos pilotes, nos procédés d'installation, tout ça, quasiment la totalité est en anglais, en fait. Donc, il faut du moins avoir un langage technique en anglais pour pouvoir comprendre tout le procédé. Et je vais rejoindre les 2 autres intervenants, Florence et Maxime, pour dire qu'en effet, moi, je le vois au jour le jour dans les missions qui sont les miennes, simplement dans la documentation technique, mais aussi dans la communication. Ça devient essentiel dans l'usine et en tant qu'ingénieur de savoir bien parler anglais, puisque mon usine appartient à un groupe belge. Donc, j'ai à communiquer avec des gens qui ne parlent pas forcément français, avec des personnes qui viennent d'Espagne également, d'Allemagne. Donc, pour pouvoir communiquer avec ses fournisseurs, le plus simple, c'est de savoir parler anglais. Merci à tous les 3. Après, on a quelques questions qui sortent, enfin, elles ne se ressemblent pas, mais alors il y en a qui disent, est-ce que c'est plus de la chimie, est-ce que c'est plus de la physique, est-ce qu'il y a des maths, est-ce qu'il y a du numérique, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle? Donc, voilà, la question, c'est est-ce que c'est plutôt de la chimie, plutôt de la physique, plutôt des maths ou un peu de tout, ou des méthodes num? Si je peux me permettre de répondre, franchement, il y a de tout. On retrouve de tous ces domaines-là dans génie des procédés, de mon expérience, de ce que j'ai vu, on trouve vraiment tout ça, quoi. Et de mon expérience propre, au cours de la formation, alors si en classe prépa notamment, ces 3 domaines sont vraiment prépondérants. Ensuite, les mathématiques, par exemple, deviennent surtout, alors pas la base de la recherche, mais un outil qui est nécessaire pour connaître la physique et la chimie qu'il y a dans les procédés. Et donc, ces 3 domaines sont en effet utiles tous les jours lorsqu'on parle de procédés, puisqu'on va parler de dimensionnement, d'installation, etc. Et pour ce qui est des techniques numériques, ça devient également prépondérant dans l'industrie d'aujourd'hui puisque on tend vers une automatisation des procédés afin d'avoir des process plus fluides notamment. Et donc tout ça passe par de l'automatisation. Mais ensuite, ce n'est pas forcément le travail de l'ingénieur procédé d'être très pointu dans ces domaines-là, puisqu'ensuite, il y a d'autres référents qui vont vraiment avoir les connaissances précises dans ces domaines. Merci Martin. Si je continue le fil des questions, il y a une question, quelle est la différence? Alors, il faudra peut-être la préciser, mais quelle est la différence entre un ingénieur R&D en cosmétique et le génie des procédés? Et puis, une autre question qui ressemble aussi, c'est quelle relation entre le pilotage des procédés et le génie des procédés? Peut-être, on peut commencer par la deuxième, qui est peut-être un peu plus simple. Quelle relation entre le pilotage des procédés et le génie des procédés? Monsieur Christophe Bourdon pourrait répondre à cette question. Pilotage, j'imagine, dans la question, il y a implicitement la question du contrôle du procédé, je pense. Je pense. Le contrôle du procédé, je crois aussi l'avoir dit, peut-être un peu rapidement, mais fait partie des procédés, partie intégrante. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas un ingénieur de procédé concevoir un procédé sans avoir développé les outils et les méthodes de le contrôler. Ça fait partie du métier. Voilà. C'est une des briques. Donc, il n'y a pas de différence. Merci Christophe. Martin, peut-être?
Non, Monsieur Gourdon a tout à fait bien expliqué cela. En effet, dès qu'on a un projet et que l'on veut faire un procédé, il faut directement penser à comment celui-là va être employé sur le site. Donc, c'est une part essentielle du travail de l'ingénieur procédé. Merci à tous de vos précisions. Il y a une autre question sur la différence entre un ingénieur R&D, alors là c'est en cosmétique, mais on peut aussi d'une façon plus générale essayer de voir quelle est la différence entre un ingénieur R&D et le génie des procédés. J'ai l'impression que Florence voulait intervenir. Alors, je peux du coup répondre un peu à cette question. J'ai pas mal d'amis aussi qui sont plus en cosmétique et en tant qu'ingénieur R&D, la différence, ça va être beaucoup que… Donc, nous, on est ingénieur procédé dans la R&D. Et après, il y a d'autres compétences qui vont être en recherche et développement, donc des ingénieurs chimistes, par exemple. Et notre boulot, la petite différence qu'il va y avoir avec un ingénieur qui est sur une usine, c'est que nous, on va plutôt être dans les laboratoires, essayer de comprendre ce qui se passe, proposer des améliorations, avec plus de détails dans la compréhension de ce qui se passe dans la chimie ou dans le procédé derrière. Mais voilà, on peut être ingénieur R&D et procédé, les deux ensemble. Merci Florence. Et pour compléter peut-être, Eric, sur des domaines applicatifs comme la cosmétique, il est essentiel de faire travailler ensemble les laboratoires d'application, les centres de procédés, les équipes de synthèse, parce qu'évidemment, le développement intègre ces différentes disciplines. Et par exemple, dans le cas de la cosmétique, on a des problématiques spécifiques liées à la rhéologie des produits qui nécessitent évidemment un apport du génie des procédés. Merci. Eric, il y a une question où je peux répondre, si tu veux bien. Vas-y, Nouria. C'est la question de Sylvain Baumy. Comme je suis responsable de recrutement, donc je peux répondre rapidement. Donc, il dit maths, physique, chimie, OK. Alors, on est parti. Oui, je l'ai enlevé. Ah, pardon, c'est moi qui l'ai enlevé. La question, c'était quelle est la place de la bio? Oui, alors rassurez-vous, les écoles d'ingénieurs en spécialité génie des procédés et les écoles d'ingénieurs en chimie recrutent des étudiants en PC bio. Et vous pouvez facilement, sans aucun problème, faire un cursus de chimie, ingénieur chimiste, bien sûr une spécialité de génie de procédé, ou vraiment complètement la carrière en génie de procédé. Donc, il n'y a aucun souci. Si je peux me permettre, à AgroParisTech, notamment, il y a une formation en génie des procédés biologiques pour vraiment s'orienter vers les procédés dans le bio, en fait, tout simplement. Donc oui, c'est tout à fait possible. Merci de vos réponses. Alors, il y a deux questions portant sur des exemples d'amélioration continue de procédés que vous avez pu traiter plus ou moins récemment. Je peux en donner un. Alors, du coup, nous, on a une usine qui émet beaucoup de nitrates, qui n'est pas terrible parce que dans l'eau, ça a tendance à faire pousser les algues et du coup à tuer un peu la vie dans les eaux. Et du coup, on a fait pas mal d'améliorations dessus. Donc, ça a été d'abord bien comprendre où est-ce qu'étaient les nitrates. Et puis après, on a pris tous les différents procédés, un par un. Et puis, on les a attaqués un par un en disant, lui, maintenant, on veut qu'il fasse beaucoup moins d'émissions. Et donc là, on a diminué de déjà 30% les nitrates qui sont émis. Il y a encore du travail et on sait quoi faire. Donc, on continue à avancer là-dessus. Et j'espère que là, l'année prochaine, on aura fini pour revenir sous des rejets qui soient beaucoup plus bas. Et dans mon expérience, j'ai également quelques projets d'optimisation qui ont été menés ces derniers temps sur le site de Kuhlmann France. Tout d'abord, on produit et stocke et consomme également sur notre site de l'acide chlorhydrique et d'autres matières acides qui sont tellement concentrées qu'on va avoir des nuages de fumée acide. Donc, bien sûr, on ne peut pas simplement les laisser s'échapper à l'air libre. Et donc, on a des unités spéciales de traitement des gaz sur lesquelles il faut raccorder les différents équipements. Et donc, récemment,
on avait des soucis sur le tirage de certains gaz et il a fallu repenser le fonctionnement d'une unité de tirage des gaz pour bien répartir les flux et ainsi limiter les rejets. Et ensuite, également, on a une nouvelle unité qui est en marche depuis une semaine, qui est l'installation d'un nouveau filtre dans l'un de nos procédés. Procédé de production de ce qu'on appelle du chlorure ferrique, qui est un produit très important puisqu'il sert à la potabilisation de l'eau notamment. C'est l'un des produits qui intervient dans ce process. Et donc, avec l'installation de notre nouveau filtre, on peut soulager les 3 autres filtres existants et ainsi réduire les débits dans la tuyauterie, ce qui va réduire l'usure notamment des équipements et aussi permettre l'augmentation de la production. Donc simplement, en fait, c'est ce qu'on appelle un dégoulottage de l'unité, c'est-à-dire on repère à quel endroit le process bloque et ensuite on implémente une nouvelle unité pour débloquer la production. Merci, merci Martin. En suivant le fil de questions, il y a aussi il y a quelques questions sur les choix à faire en cours de formation. Alors, il y a une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais c'est sur la réforme du bac. Quelles sont les spécialités à prendre en première générale et ensuite à supprimer en terminale pour se diriger vers le génie des procédés? Honnêtement, là, je ne sais pas trop, je ne connais pas suffisamment les dernières évolutions des réformes. Globalement, nous, on préfère maths, physique, chimie et sciences de l'ingénieur, éventuellement SVT. Et puis, on supprimait une des 4 en terminale, deux des 4 en terminale, en fait. Et c'est vrai qu'on préfère ces options-là plutôt que art ou philo, quoi. Merci Claudia. Et dans la même façon, Claudia, peut-être tu peux répondre. Il y a un qui parle d'un BTS MDC. Concernant les élèves issus des filières STL, un accès via un BTS MDC est envisageable, point d'interrogation. Alors, MDC, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Nous, alors moi, je vais parler pour les IUT, mais il y a mes étudiants de première année, là, nous, on prend des STL sans problème. STL, STI 2D, ça ne pose pas de problème. Hein. Il faut un niveau correct, mais c'est tout à fait une filière qui peut suivre un cursus en génie des procédés. Merci Claudia. Si on revient plus sur le métier, une question aussi, peut-être ça vous répond. Enfin, est-ce que vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger et si oui, souvent? Alors là, tout le monde veut répondre, ça peut être les jeunes et les moins jeunes. Je dirais, alors là c'est vrai, comme vous le savez, on traverse une période très particulière avec la crise sanitaire et qui a fortement impacté les déplacements. Mais sinon, oui, les déplacements font partie intégrante du métier. Du métier, notamment lorsqu'on supporte des usines qui sont un peu partout dans le monde. Donc oui, mais c'est aussi un intérêt du métier que de pouvoir échanger avec des collègues un peu partout, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, etc. Ça peut être aussi plus court, hein. Ce n'est pas forcément des déplacements internationaux, ça peut être des déplacements en France, mais oui, il faut accepter de bouger un peu. Florence, tu voulais… C'est tout à fait ça. Et après, il y a soit des missions qui peuvent être un peu plus longues. Si on a envie de rester 3-4 mois, c'est possible en fait de demander dans nos métiers de dire moi j'aimerais bien aller sur telle usine pour 3-4 mois pour les aider à installer un nouvel équipement. Et ça, après, ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent ne pas trop partir. Et là, c'est plus à leur main aussi, quoi. Merci. Juste pour compléter aussi, ce qu'on voit maintenant, c'est de plus en plus des projets
interdisciplinaires et des projets multiculturels. Enfin, c'est rare qu'on soit tout seul sur une équipe. On travaille à plusieurs, mais des fois plusieurs qui sont éparpillés en Europe ou voire de par le monde. Et donc, voilà, sur de l'innovation et de l'amélioration de procédés, ça fait intervenir aussi beaucoup de collaborations internationales. On a eu des précisions, donc le BTS MDC, c'est métier de la chimie. Donc effectivement, avec un BTS MDC, on peut travailler dans l'industrie chimique sans problème, je pense. Dominique, est-ce que vous avez des techniciens supérieurs dans vos usines, dans vos ateliers? Peut-être Oui, Maxime? bien sûr. Pardon. Il y a des questions sur alors la fréquence pour les déplacements à l'étranger. On ne va pas développer, mais ça dépend après du projet. Et comme disait Florence, ça peut dépendre aussi de vos vœux. Il y a des gens qui ont envie de se déplacer plus ou moins régulièrement. Le nombre d'années d'études minimum obligatoire après le bac. Ça dépend si on souhaite être plutôt au niveau technicien, niveau ingénieur. Enfin, c'est aussi un choix à avoir. Mais du coup, je crois que c'est 2 minimum. Bac plus 2. 2 avec un BTS, 3 avec un BUT maintenant, et puis 5 avec un niveau ingénieur. Et il y avait aussi des questions sur les prépas. C'est plutôt les prépas PC que les prépas PSI, même si ou MP, même si dans nos écoles d'ingénieurs, on recrute quelques étudiants issus des filières MP ou PSI, mais la filière sur laquelle on recrute le plus d'élèves, c'est la filière PC. Ça, c'est pour les prépas. Il y a une question intéressante par JP. Pourquoi l'impact de l'intelligence artificielle sur le GP est-il si peu mis en avant? Je peux en parler peut-être par rapport. Nous, on installe un peu des choses avec de l'intelligence artificielle. En fait, c'est plus un outil. Donc, pour moi, c'est un peu comme un tournevis. Enfin, on l'utilise, il faut l'utiliser à bon escient. Mais voilà, enfin, c'est vrai que ça sert dans certains procédés. Ça nous sert à remonter un peu des choses sur nos usines. Mais voilà, ça reste un outil qu'il faut utiliser correctement. Ça peut vite, on peut vite sortir n'importe quoi aussi, l'intelligence artificielle. Merci. Merci Florence. Peut-être pour compléter, oui, l'intelligence artificielle, voilà, c'est des choses sur lesquelles on essaye aussi de former nos élèves ingénieurs, mais on les forme sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, comme a dit Florence, hein, c'est un outil. On n'apprend pas à nos élèves ingénieurs à développer des méthodes d'intelligence artificielle. Après, ça peut aider à comprendre des choses qui sont difficilement, des choses qui n'ont pas systématiquement de lien ensemble. Ça peut aider à trouver des pistes d'amélioration ou d'innovation des procédés. Question. Est-il possible d'être admis à un poste dans la conception ou les bureaux d'études sans ayant fait de prépa? Oui. Florence? Oui, tout à fait. Nous, j'ai un collègue qui fait exactement le même métier que moi et qui n'a pas fait prépa et qui avant faisait du bureau d'études. Mais lui, du coup, il a fait un DUT. Après, il a voulu faire une école d'ingénieur suite à ça. Et puis, suite à l'école d'ingénieur, voilà, avant, il était en bureau d'études et maintenant, il est en recherche. Et on a aussi un autre collègue là lui qui est technicien et qui va passer un diplôme, mais alors c'est beaucoup de temps, mais maintenant il a fini ses études, mais il reprend des études alors qu'il a 30 ans pour devenir ingénieur et il pourra travailler en bureau d'études par la suite. Mais bon, là, c'est du boulot, quoi. Et puisqu'on parle de conception, je peux vous dire que moi-même, je n'ai pas fait de classe préparatoire puisque j'ai commencé par faire un DUT de chimie qui m'a permis ensuite d'intégrer une école d'ingénieur. Donc oui, c'est tout à fait possible. Oui, puis je pense que c'est important de dire qu'une fois que le diplôme d'ingénieur est délivré, on ne regarde pas
la manière dont on est rentré dans l'école. L'important, c'est la manière dont on en sort. Voilà. Entièrement d'accord. Maxime, peut-être, vous voulez intervenir aussi? Non, c'est bon. Voilà. Juste pour préciser sur ces aspects formation, comme ça vient d'être dit par Dominique et Florence, effectivement, nous, on a orienté le discours aujourd'hui sur des formations génie des procédés. Donc, c'est après le bac, soit des prépas, des IUT ou des BTS en génie des procédés. Dominique vient de montrer aussi qu'on peut commencer par un par un DUT, pardon, un DUT chimie, et ensuite réintégrer une école d'ingénieur. Donc, ça fait un profil avec quelqu'un qui a plus de connaissances en chimie, j'imagine, et qui vient compléter les compétences en physique, en méthode numérique et en outils du génie des procédés en école d'ingénieur. Et puis, Florence a parlé de formation continue. On a aussi des gens qui ont déjà terminé leur formation et qui viennent se compléter ou refaire un nouveau diplôme par la formation continue, par la valorisation des acquis de l'expérience ou de la formation professionnelle pour continuer à se former en génie des procédés. Alors, ça fait un peu plus loin pour des étudiants qui sont au niveau bac ou au niveau prépa, mais c'est aussi possible. Une question, c'est est-ce qu'il y a des débouchés dans la recherche pharmaceutique? Alors oui, il y en a, moi qui ai fait une licence pro en génie des procédés pharmaceutiques. Oui, on peut tout à fait s'orienter vers de la recherche en pharmaceutique. J'ai fait notamment un stage dedans. Enfin, c'était dans du diagnostic médical chez Biomérieux. Mais il est tout à fait possible d'intégrer le domaine pharmaceutique, que ce soit en recherche, en qualité, en développement industriel. Dans la plupart des domaines, de toute façon, on a besoin de génie des procédés. Donc voilà. Ça, et pour compléter un petit peu les propos de Maxime, en fait, maintenant, ça ne doit plus trop paraître comme quelque chose d'obscur après les différentes présentations qui ont été faites. Mais en fait, le génie des procédés reste quelque chose de très large. Et quand on est diplômé, alors que ce soit à n'importe quel niveau, en génie des procédés, toutes les portes restent ouvertes. Et la pharmacie, les recherches pharmaceutiques, font bien entendu partie des domaines dans lesquels on a besoin de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs, notamment en GP. Oui, je crois que c'est très clair. Enfin, d'ailleurs, je l'avais mis dans mon exposé. Les exemples que j'ai présentés, il y en avait au moins deux, effectivement, qui étaient vraiment plein secteur pharmaceutique. Mais c'est dans c'est dans le procédé d'élaboration des principes actifs, dans la synthèse. C'est-à-dire que c'est pas l'ingénieur de procédé n'inventera pas la molécule. Mais par contre, c'est lui qui va inventer la voie d'accès à cette molécule. Disons qu'il va permettre l'industrialisation de la voie d'accès. Merci de vos réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a quelques questions qu'on n'a pas traitées. Il y a une question qui avait été posée au début. Si on aime la chimie, mais que la moyenne de la matière ne suit pas, est-ce un problème? Oui et non. J'aurais tendance à dire que pour rentrer dans des écoles ou dans un DUT, dans tous les cas, il faudra des bonnes notes. Après, on a tous des profils différents. Il y a des gens en génie des procédés qui ont plus de sensibilité pour la physique, pour la chimie, ou pour les méthodes numériques ou la physique, mais on a besoin quand même d'un socle minimal dans ces différentes matières. Peut-être quelques collègues veulent compléter. Tout à fait, pour accéder aux écoles d'ingénieurs, il faut quand même, il y a des critères d'admission. Donc, il faut satisfaire ces critères. Bien sûr, ce sont des notes qui sont assez importantes, avec des moyennes importantes, pour que bien sûr, l'étudiant n'a pas de problème lorsqu'il va poursuivre son cursus. Donc, même si vous avez une mauvaise moyenne, on ne vous rend pas service. Merci, Noéa. Je crois que c'était Maxime qui avait levé la main. D'accord.
toujours dans le même sens. Si on ne fait pas de maths, cela est-il problématique? J'aurais tendance à dire un petit peu pareil. C'est un petit peu… Florence? Il y a différents profils. Il y a des gens qui vont être en procédé, qui vont être vraiment plus sur les manips, par exemple, suivre ce qui se passe. Enfin, je parle de la recherche, hein, mais plus suivre ce qui se passe dans les laboratoires, où ils feront un peu moins de maths. Mais après, une grosse partie aussi où ils auront besoin de maths tous les jours pour faire des modèles, pour faire de l'analyse numérique. Donc voilà, il faut quand même avoir un peu de base en maths, mais on n'est pas obligé d'être un monstre en maths, je pense. Oui, pour Merci. compléter, pareil, je trouve que moi, j'ai pas encore énormément utilisé de maths depuis que je suis entré dans AgroParisTech, mais bon, ça fait que 3 mois. Mais ne serait-ce que pour la formation en génie des procédés, il y a pas mal de modules de cours qui nécessitent quand même des bonnes bases en maths, quoi. Donc, ça reste un minimum nécessaire, je pense. Merci, Maxime. Alors, ce n'est pas une question, mais ça fait partie des choses qu'on a vues aussi. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le génie des procédés peut répondre à pas mal des attentes des transitions actuelles, hein. On a parlé d'économie circulaire, de transition énergétique, de minimisation de l'énergie, des déchets ou ainsi de suite. Donc, a priori, on est bien placé avec le génie des procédés pour répondre aux besoins du futur. Ça embauche aussi, c'est-à-dire que nos trois participants les plus jeunes, vous avez eu du mal à trouver du boulot ou bien au contraire, ça s'est fait assez vite au premier job? Commence. Allez. Moi, j'ai mis 7 mois à trouver, mais c'était en 2013. Ça commence à dater un peu. D'accord. Moi, j'ai trouvé au bout d'un mois. En fait, j'ai fini mon stage fin juillet, là, cette année, et j'ai commencé début septembre, pardon, là, de cette année. Et en postulant je crois que j'ai postulé à 9 entreprises différentes. J'ai fini par trouver assez rapidement. Et pour compléter, alors moi j'ai été embauché à l'issue de mon stage de fin d'études. Donc je n'ai pas eu besoin de rechercher. Et en fait, ce qui se passe dans beaucoup d'écoles, et notamment la mienne, c'est que l'école a un réseau. Alors ça va être potentiellement des anciens élèves qui travaillent dans l'industrie, ou alors simplement des entreprises qui veulent embaucher des ingénieurs, en l'occurrence, qui viennent de certaines écoles. Et donc, pour les stages et pour les premiers emplois, l'école a un réseau et propose déjà des offres. Et moi, en postulant à mon stage de fin d'études, je savais que cette entreprise recherchait potentiellement à poursuivre le contrat. Et donc, j'ai su dès la moitié de mon stage de fin d'études que j'allais enchaîner sur un contrat. Et c'est comme ça pour beaucoup d'ingénieurs de ma promo. Je dirais que cette année, ça doit être 80% des élèves ingénieurs donc de génie des procédés euh, qui ont eu soit directement à la suite de leur stage de fin d'études ou dans les 3 mois, qui ont un premier emploi. Donc, très bonne. On emploie facilement des ingénieurs en génie des procédés actuellement. Merci. Alors, il y avait Claudia qui a levé la main aussi. Ouais, je vais compléter. Donc moi, c'est plutôt au niveau bac+2, bac+3. Donc pour rebondir sur ce que disait Maxime, moi je reçois, et je suis pour le département de Lyon, là, une trentaine d'offres par an. Donc la plupart de nos jeunes, ils poursuivent au niveau ingénieur. Donc celui qui vise un bac+2, bac+3, technicien supérieur, tel que l'a défini Maxime, il y a énormément d'offres en fait, hein. Et c'est un vrai problème, je pense, on n'arrive pas à les pourvoir en fait. Peut-être Nouria, Christophe ou moi qui sommes académiques pourront compléter aussi. Nous, ce qu'on voit depuis les dernières années, nos élèves, nos diplômés se font embaucher très rapidement. Il y a Nicolas aussi qui est académique. Nos élèves se font embaucher assez rapidement. On a des temps de recherche d'emploi qui sont entre 1 et 2 mois. Après, c'est vrai que nous, là, par exemple, on cherche ça fait bientôt 6 mois qu'on cherche quelqu'un et on n'arrive pas à recruter parce qu'il n'y a plus de… Enfin, voilà, le marché, il n'y a presque plus de place. Enfin, il n'y a pas assez de gens par rapport à ce qu'on cherche, quoi.
Oui, puis moi je confirme tout à fait ce que Martin a dit, hein, c'est qu'il y a une corrélation, quand on regarde un peu, il y a une corrélation très très forte effectivement entre le lieu et la fonction, hein, qui correspond au stage. D'ailleurs, pas que le stage de fin d'études, hein, parce qu'il y a d'autres stages en cours de formation d'école, et l'emploi ensuite. La corrélation est très très forte. Les différents types de stages sont un moyen fabuleux de se faire connaître des entreprises. Il y a parmi les dernières questions qui sont posées, pour intégrer une école d'ingénieur, quelle moyenne faut-il avoir au minimum? Je ne sais pas s'il y a une moyenne mini, il n'y a pas non plus une moyenne maxi. En école d'ingénieur, c'est des concours. Donc, il faut passer ces concours de classe préparatoire aux grandes écoles. Et il y a d'autres écoles qui recrutent par admission sur titre. Donc là, c'est des entretiens. Et ces entretiens sont basés sur une moyenne, bien évidemment, et aussi sur la motivation des étudiants. Donc, il n'y a pas que la moyenne qui compte, il y a aussi la motivation et la façon dont les élèves se projettent dans la formation. Peut-être Nouria voulait intervenir? Oui, et c'est un petit peu ce que tu as dit. Il ne faut pas mélanger le concours qui est bien sûr en fonction du niveau. Et après, vous avez du rang. Et après, vous avez le recrutement sur dossier. Alors, recrutement sur dossier, bien sûr, on prend un certain nombre d'étudiants. Par exemple, en BTS, les écoles d'ingénieurs prennent 5. Donc, c'est les 5 premiers qui vont bien sûr avoir le poste. Par contre, il faut savoir qu'il faut avoir de très bonnes notes en langue, aussi en chimie et en maths. Donc, si par exemple vous êtes en bac+2 et vous avez des moyennes qui sont un petit peu moyennes, qui ne sont pas assez bonnes, peut-être aller faire une licence pour améliorer vos notes ou prendre une autre filière. Peut-être une dernière question, parce que je vois que l'heure tourne et il ne faut pas non plus qu'on dépasse trop. Sur l'apprentissage, une question sur les formations par apprentissage dans le domaine du génie des procédés, pardon, on n'a pas abordé. Et je vois que Maxime a levé la main. Oui, parce que moi, notamment, j'ai fait une licence professionnelle où on proposait un contrat en alternance tout au long de l'année. Donc, je pense que l'alternance, c'est vraiment un bon moyen de se faire repérer par les entreprises pour être embauché à l'avenir. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu être pris en entreprise parce que, il y avait toute la période de Covid et c'était un peu compliqué d'être embauché. Il y avait un peu moins de 50% de ma promo qui a pu trouver une alternance. Donc, ce qui est vraiment pas grand-chose par rapport à des années normales, dirais-je. Mais oui, il y a tout à fait des formations en alternance dans le génie des procédés et donc en apprentissage. Si j'ai bien compris la question. Voilà. Merci Maxime. Il y avait une autre question. Donc voilà, les écoles donc sont représentées aujourd'hui en Centrale Lille, Bordeaux, Toulouse et Nancy, ont toutes mis en place des formations par apprentissage. Et donc, ça se fait aussi dans des écoles privées, peut-être, je connais moins les écoles privées, mais c'est au cours de la formation ensuite que les élèves, donc soit ils peuvent faire une formation complète en apprentissage, je sais que ça se fait à Toulouse, et nous, dans notre école à Nancy, c'est au cours de la formation, les élèves font la troisième et dernière année en apprentissage. Et donc, ça se fait en contactant des groupes de recrutement. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter. Tout à fait, la même chose pour Centrale. Je crois que le bilan est assez impressionnant maintenant. Hein. Au dernier village de la chimie, j'avais entendu des chiffres assez astronomiques. Hein. On a vraiment plusieurs milliers d'apprentis actuellement en chimie et génie des procédés. Ça devient une voie tout à fait intéressante. Mais bien entendu, c'est un contrat. Hein. Il faut être un contrat avec une entreprise. Tout à fait. Il faut trouver l'entreprise. Et il y a aussi des BTS par apprentissage. Ça vient d'être précisé sur le fil de discussion. Absolument. C'est une voie tout à fait intéressante. Il y a Nicolas et Claudia qui commencent à nous regarder, donc je pense qu'on va mettre fin à la table ronde. Éventuellement, il y a quelques questions qui n'ont pas été abordées, j'y répondrai directement dans le fil de conversation. Donc, en conclusion, ce que vous avez vu, c'est qu'on fait de la physique, de la chimie, un peu de maths, un peu d'informatique, qu'il y a besoin de vous pour sauver le monde et qu'en plus, ça embauche bien. On n'a pas parlé des salaires, mais normalement, ça devrait bien se passer aussi.
Donc on vous attend. Et merci en tout cas à tous pour votre participation à la table ronde. Je laisse la parole à Nicolas et Claudia. Eh ben, merci Eric pour cette synthèse. Je crois que tu as tout résumé, hein. On espère vous avoir convaincu que le génie des procédés était une discipline d'avenir, hein, et prometteuse. Il me reste à remercier l'ensemble des intervenants pour leur présentation, pour leur discussion, également l'ensemble des participants à ce webinaire. Et puis, je ne vais pas oublier les collègues du GT Formation et les collègues de la SFJP qui ont rendu possible ce webinaire. Et je vais laisser Nicolas conclure sur dire le mot de la fin. On ne t'entend pas, Nicolas, par contre. Excusez-moi, merci, c'est bon. Quelques derniers éléments pour une petite conclusion. Alors d'abord, pour répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées, oui, vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de la Société française de génie des procédés, la SFGP. Vous avez l'adresse ici du site général sur lequel vous trouverez le lien vers la chaîne YouTube. Vous trouverez sur le site diverses choses, comme la liste des groupes thématiques, par exemple, et nos propres coordonnées dans le groupe thématique formation. Vous trouverez l'annonce des des prochains Zoom, des prochains webinaires. Alors, juste pour aussi répondre partiellement à une question qui a été posée, le prochain s'intitule « L'intelligence artificielle, outil incontournable pour le génie des procédés ». C'est pour vous dire que ça a une certaine importance, et d'autant plus que c'est le 4e d'une série. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder les épisodes précédents sur YouTube. Alors, d'une façon peut-être un peu plus générale, vous pouvez aussi contacter la SFGP si vous souhaitez visiter des sites académiques et industriels. Donc, vous pouvez utiliser nos propres adresses ou celles que vous trouverez sur le site. Je vous donne ici l'adresse email de Soun Meyer, dont vous voyez la photo au moins sur votre écran, qui va centraliser les demandes, et puis on essaiera de vous mettre en relation avec des personnes ressources dans les régions si ça vous intéresse. Si vous voulez en savoir encore plus sur les métiers et les formations, je vous engage à aller consulter un autre site dont nous avons déjà parlé, qui s'intitule le portail du génie des procédés en France. C'est un portail que nous avons créé au sein du groupe thématique formation, sur lequel vous trouverez un certain nombre de choses, et en particulier d'autres témoignages de jeunes professionnels ou d'étudiants sous forme d'interviews vidéo, et une carte des formations au génie des procédés en France. Il y a eu pas mal de questions là-dessus, hein, les licences pro, etc. Vous pourrez aller consulter ces cartes et voir ce qui existe et ce qui est proposé à tous les niveaux, hein, jusqu'au diplôme d'ingénieur, mais en passant par tout ce qui a été cité précédemment, avec une distinction, comme ça a été dit aussi, entre les formations au génie des procédés, au métier du génie des procédés, et celles qui incluent du génie des procédés. Et une toute dernière piste, vous avez entendu tout à l'heure ce nom, le village de la chimie. C'est une manifestation qui aura lieu l'année prochaine, les 11 et 12 février à Paris, alors à Paris ou à distance, c'est-à-dire en virtuel. Dans cette manifestation, enfin le but de cette manifestation, c'est de faire découvrir les formations et les métiers de la chimie, donc c'est un peu plus large, mais ça inclut aussi le génie des procédés, et diverses écoles en particulier dont nous avons parlé seront présentes. Donc n'hésitez pas à aller voir cet élément-là aussi. Eh bien voilà, je pense que nous en avons terminé. Alors oui, juste une précision, les liens qui sont affichés sur cette page, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, ce n'est pas grave. On vous les enverra par courrier électronique, puisque vous êtes tous inscrits avec une adresse email. On vous fera un petit retour par rapport à ça, pour que vous ayez tout sous la main. Donc je me permets d'arrêter le partage. Et du coup, de clore ce webinaire. Merci encore à tous. Je m'associe évidemment aux remerciements qui ont été déjà adressés. Merci pour votre participation en tant qu'intervenant, mais aussi pour vos questions pertinentes en tant que spectateur. J'espère qu'on vous a vraiment donné envie d'en savoir plus ou de vous lancer. Merci à tous et bonne journée. Merci au GT Formation, et j'espère en effet qu'on a montré que le génie des procédés vous ouvre des choix et vous permet d'évoluer d'un secteur à l'autre sur toute votre carrière. Donc, et merci encore. Au revoir.